Vous écoutez Big Band Theory, un podcast de grand format. Épisode 3, petite histoire des grands formats du jazz en France. Depuis plus de 20 ans, Grand Format s'engage à défendre et à mettre en lumière le fabuleux travail des équipes artistiques indépendantes de jazz et de musiques improvisées. En 2024, elle représente plus de 120 grands ensembles et collectifs et près de 1300 artistes. Tout au long de cette série, embarquez dans l'univers du jazz en grande formation, à la rencontre de celles et ceux qui donnent vie à cette musique hors norme. Nés dans les années 20, les fameux big bands connaissent leur heure de gloire dans les bars clandestins et les ballrooms américains pendant la Prohibition. Les répercussions ne tardent pas à se faire ressentir outre-Atlantique. Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes formations fleurissent à Paris et en province, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire du jazz en France. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour un petit cours d'histoire de la grande formation jazz en France avec deux nouveaux invités, Patrice Caratini et Arnaud Merlin. Patrice Caratini est contrebassiste, chef d'orchestre et surtout cofondateur de la Fédération Grand Format. Il milite depuis toujours pour une politique de soutien institutionnel à la création en général et aux grandes formations du jazz en particulier. Arnaud Merlin est quant à lui un homme de radio, une figure emblématique du journalisme jazz et producteur d'émissions musicales sur France Musique depuis près de 30 ans. Il est également membre de l'Académie du Jazz et vice-président de l'Orchestre national de jazz. Les premiers grands orchestres américains qu'on voit dans le sillage de la Première Guerre mondiale, c'est plutôt des orchestres de musique militaire, des orchestres de musique syncopée, on pourrait dire. Arnaud Merlin. Et souvent, en fait, plutôt du ragtime, c'est en quelque sorte du proto-jazz. Puis ensuite, on va avoir des tentatives un peu de ce qu'on appelle le jazz symphonique, à l'imitation de ce qui se faisait aux États-Unis avec Paul Whiteman. C'est plutôt du jazz encore assez édulcoré, de la musique de cabaret. Il y a bien sûr des orchestres de revue. On se souvient par exemple que le chef d'orchestre Ernest Ansermet est allé à Londres et écouter la Revue Nègre. Il était enthousiasmé par un jeune musicien et c'était Sidney Bechet qui, lui, avait une part importante dans cet orchestre. Mais ce qu'on entend par jazz, avec la place de l'improvisation, le rapport à l'écriture, le swing, ce répertoire spécifique du jazz ancré aussi dans le blues, l'interaction avec les solistes, etc., tout ça, ça vient plus tard. On a des solistes en France assez vite, dès les années 20 et les années 30. Ils vont se regrouper dans des petites formations. Ils vont participer à des grandes formations comme Grégor et ses Grégoriens, comme l'orchestre de Ray Ventura, à l'imitation de ce que faisait Jack Hilton en Angleterre. Mais c'est au service d'un répertoire plutôt de variété, même si c'est des musiciens de jazz formidables qui participent à ces orchestres. En fait, c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale, avec le second choc américain, le bebop qui arrive, le grand orchestre de Dizzy Gillespie qui joue à la salle Pleyel après la guerre, et c'est ça qui va déclencher l'envie d'écriture, l'envie d'arrangement. On va avoir les premiers compositeurs de jazz comme André Oder, comme Christian Chevalier qui était un magnifique musicien aussi, et puis là petit à petit on va voir se développer des grands orchestres qui vont jouer aussi bien dans des clubs que dans des salles de concert ou dans des festivals. Et puis on va arriver aux années 60-70 avec quelqu'un comme Jeff Gilson, avec François Jeannot déjà, avec Claude Cagnesso, avec Francis Bolland et Kenny Clark, et puis quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Patrice Caratini. Et ensuite, il y aura tous les petits jeunes de l'époque, Laurent Cuny, Antoine Hervé, enfin tous ces gens qui vont arriver, Denis Badeau qui nous a quittés malheureusement l'année dernière beaucoup, beaucoup trop tôt. Et ça s'est beaucoup développé à partir des années 70-80, et maintenant il y en a, comme on le sait, des dizaines, voire des centaines. On aurait pu citer Claude Bolling, qui a été un des premiers grands orchestres de jazz français de l'après-guerre, avec à l'imitation de Count Basie, Duke Ellington. Patrice Caratini. Et on pourrait dire aussi, alors sur le fait que les Français aient entendu du jazz en grand orchestre américain, c'était l'avenue de Duke Ellington dans les années 30, et le public a pu entendre ça, et les musiciens français s'en inspiraient pour monter des orchestres par la suite. Les seules politiques musicales pour la musique vivante qu'il y a eu, de politique publique, c'était le symphonique et la musique classique avec deux grands noms, qui étaient Marcel Landowski, qui était le directeur de la musique sous André Malraux, et par la suite Maurice Leray, à l'époque Jack Lang.
Les deux ont développé des choses différentes. Landowski, il avait développé l'enseignement de la musique avec le Conservatoire national de musique de Paris, et aussi les grandes formations dans les régions, les orchestres permanents. Fleuret, quand il est arrivé, ils ont ouvert le jeu à la musique contemporaine et au jazz avec un objet unique en 1986 qui était l'Orchestre national de jazz, qui était la seule institution créée dans ce domaine-là. Les grandes formations avant les années 2000, ça n'était que des gens qui avaient envie de faire de la musique ensemble, qui se réunissaient en général sans économie, qui répétaient sans argent et qui pouvaient éventuellement trouver un cachet quand ils avaient un concert. Alors il y a pas mal de choses qui se sont passées comme ça. Moi j'ai fonctionné comme ça pendant des années. Et donc on était dépendant des lieux de diffusion, des festivals qui nous engageaient, éventuellement d'un agent quand on avait la chance de travailler avec un agent. Mais tout ce qui se faisait avant, c'est-à-dire le montage, l'écriture, les arrangements, les répétitions, tout ça, c'était dans la cuisine ou ailleurs. Il y avait même des orchestres qui jouaient il y avait le grand orchestre de Claude Cagnasso dans les années 70 qui jouait tous les jeudis au Gibus pour rien. Il commençait à jouer à minuit le soir, simplement pour le plaisir de faire du grand orchestre. Et il y avait 18 musiciens qui venaient là. Bon, les répétitions, c'était toujours un peu compliqué, mais ça n'a pas fonctionné autrement. Et puis après les années 2000, sont apparues justement les politiques publiques avec les systèmes associatifs qui ont fait que les orchestres ont pu se constituer et trouver des structures qui leur permettent de trouver une économie. Grand format est né en fait au sein de toute la remise en question du statut d'intermittent du spectacle en France en 2003. On était dans les manifs et c'est l'initiative, enfin l'idée, c'est Jean-Rémy Guédon, saxophoniste et directeur d'un ensemble qui on était là, mais il faudrait qu'on monte une fédération. Ils ont fait ça avec la musique baroque et contemporaine, avec la FEVIS. Avec cette première réunion de 8 orchestres, on a réuni d'autres gens qui sont venus discuter avec nous et puis on est allé voir le ministère en disant on a besoin de moyens pour que cette fédération existe, travaille et amène des informations aussi aux politiques publiques, parce que c'est un échange. Et c'est comme ça qu'on a pu professionnaliser la fédération et c'est pour ça qu'elle a tenu. C'est parce qu'on avait des petits moyens, mais des moyens quand même pour faire exister une permanence. Il y a 1000 raisons pour soutenir des grandes formations. C'est un lieu tout à fait unique pour le jazz. D'une part, c'est la rencontre du répertoire et de la création, du patrimoine et de l'avant-garde, parce qu'on peut jouer aussi bien des partitions qui existent déjà que de la création. C'est le lieu de l'expérience, les timbres, les écritures, les mélanges, les métissages, les couleurs, tout ça, ça crée une palette tout à fait unique. C'est aussi le lieu de la rencontre entre les générations. Les styles, les esthétiques, les pupitres qui se croisent. C'est le lieu de la nuance. On peut recevoir vraiment un coup dans le plexus avec une attaque fortissimo, aussi bien la dynamique la plus fine d'un jeu très, très murmuré. C'est l'éclectisme aussi entre l'acoustique et l'électrique, entre l'écrit et l'impro, entre le jeu en pupitre, le jeu en soliste, entre l'influence américaine et le jazz tel qu'on le conçoit ici. C'est une école sur le tas, c'est une école, c'est un laboratoire, c'est un atelier, un workshop pour parler franglais. Tout ce que le jazz peut offrir en fait dans la profondeur du champ historique comme dans la projection vers l'avenir. Et puis comme tout orchestre, c'est un lieu sociétal, c'est un reflet de la société, c'est un reflet de la démocratie dans ses tensions comme dans ses potentiels. Donc c'est vraiment un espace tout à fait indispensable à l'aventure humaine, bien au-delà de la musique. L'avenir de la grande formation, c'est simplement ce que les musiciens auront envie d'en faire, ce que les créateurs, les compositeurs, les chefs d'orchestre, les gens auront envie d'en faire. Toutes ces histoires, c'est une affaire de désir. S'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas d'envie, il ne se passe rien. Les politiques publiques, elles ne font que suivre les mouvements d'une société, les mouvements d'un monde artistique. Et avec le nombre de musiciens et le niveau des musiciens auxquels on est arrivé avec les politiques pédagogiques, justement. Parce que c'est pas un hasard si maintenant on a vraiment beaucoup de propositions, et même d'ailleurs il y a un hiatus entre le nombre de propositions artistiques et les possibilités de diffuser sur le territoire. Mais il est évident que c'est d'abord et avant tout, c'est pas les politiques publiques qui créent des mouvements artistiques. C'est les gens
qui ont envie de jouer ensemble et puis d'aller bouffer après. Merci à Patrice Caratini et Arnaud Merlin pour leurs témoignages et leurs contributions. Et merci à vous d'avoir écouté ce 3e épisode de Big Band Theory. Un podcast de grand format, réalisé en partenariat avec La Lettre du Musicien et Toy Toy Productions. À très vite pour un nouveau chapitre du jazz en grand format.